qu'on ne me dise pas que tout ça est loin de nous. Cette forme de guerre s'est rapprochée avec la situation ukrainienne de nous, en mélangeant les principaux ingrédients que je viens de vous décrire. Enfin, troisième bifurcation, et c'est celle qui intéresse le plus l'ancien philosophe, je dis ancien parce que ça date d'il y a un moment, mes études, mais la philosophie, après tout, c'est une activité toute la vie. Je pense même que c'est tout le temps. Je pense même que c'est l'activité spontanée du cerveau qui doit continuellement produire une projection sur le futur, et se projeter sur le futur, c'est déjà philosophique. La dernière mutation, c'est la plus importante. C'est celle que vous ne voyez pas et qui pourtant a lieu. C'est la mutation anthropologique, la bifurcation anthropologique. Anthropos, c'est le mot en grec pour dire l'être humain, homme ou femme. Nous ne sommes plus la même humanité. Nous ne sommes plus les mêmes êtres humains qu'il y a une génération ou il y a 2 générations. Car les êtres humains sont des êtres de culture et des êtres sociaux. Dès lors que leur condition sociale est modifiée radicalement, ils sont modifiés dans leur nature même et dans la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Je vais essayer d'éclairer cette idée. La première des causes de cette bifurcation anthropologique, c'est le nombre. Je suis né dans un monde où il y avait 2 milliards d'êtres humains. Il y en a aujourd'hui 7. L'histoire montre, l'histoire de la démographie montre que chaque fois que l'humanité double, elle franchit un seuil dans son mode d'organisation et dans son mode de production. Les petits groupes humains, quand ils se développent et qu'à la faveur de certaines circonstances, ils finissent par être plus nombreux, ne peuvent plus apaiser la faim par la cueillette. Tout simplement parce qu'il faut se déplacer sur des distances de plus en plus grandes et que la ressource spontanée ne suffit pas. Il aura donc fallu obligatoirement passer à l'agriculture, et ceux qui sont les premiers passés à l'agriculture ont acquis un avantage technique sur tous les autres qui leur a permis de se reproduire et de voir leur groupe humain se développer plus vite que ceux qui n'y étaient pas passés. De la même manière pour la chasse et l'élevage. La mutation anthropologique, c'est que nous sommes passés à 7 milliards d'êtres humains et donc nous ne vivons plus de la même manière parce que nous sommes 7 milliards, c'est-à-dire beaucoup plus étroitement dépendants les uns des autres que nous ne l'avons jamais été à aucun autre âge de la civilisation humaine. On m'objectera que les petits groupes humains avaient bien davantage besoin les uns des autres pour survivre que peut-être nous qui avons davantage de liberté de circulation ou de manœuvre. Je réponds que ce n'est pas le cas. Car si, en effet, ils dépendaient beaucoup les uns des autres, jamais ils n'ont dépendu autant de l'organisation collective que nous-mêmes, qui en avons besoin pour la moindre des choses, pour le moindre des actes de notre vie quotidienne. On ne naît plus à la maison, on ne meurt plus à la maison, on ne fait pratiquement plus rien tout seul. Pour chaque chose, on a besoin d'une organisation sociale extrêmement complexe. Extrêmement complexe. C'est cette complexité de l'organisation sociale qui a accentué notre dépendance et évidemment notre indépendance, puisque, étant servis par le collectif, nous sommes en état d'être individualisés. C'est un processus nouveau. Rappelons-nous que dans l'humanité initiale, les êtres singuliers n'avaient pas de nom, pas de prénom. Des fois, ils étaient directement identifiés à une partie du totem. C'est une situation extrême. Mais ça montrait qu'une conception holiste des sociétés, c'est-à-dire globale, où chacun se définissait par rapport à l'autre. Donc, notre plus grande interdépendance a en même temps permis notre plus grande individualisation. Mais n'allons pas confondre le processus d'individualisation avec le processus de personnalisation. C'est-à-dire, certes, nous sommes de plus en plus seuls et dépendants d'une machine en tant qu'individus. Nous sommes des ayants droit, des numéros de la sécurité sociale, de ceci, de cela, avec tel code dans tel endroit, tel mot de passe dans tel autre, ça c'est clair. Mais la personne, c'est ce qui en nous est constitué par la relation aux autres, et la relation sociale et culturelle aux autres. Ça s'est développé et intensifié. Il y a donc nécessité de réfléchir sur le contenu. Le monde, premièrement, bifurque parce qu'il est plus nombreux qu'il n'a jamais été. Deuxièmement, le monde bifurque parce qu'il est plus jeune qu'il n'a jamais été dans toute son histoire. La moitié de la population mondiale a moins de 25 ans. Un quart de la population mondiale a moins de 15 ans. Si chaque génération est un peuple nouveau, l'humanité que nous avons sous les yeux est une humanité entièrement nouvelle. Je m'adresse aux plus anciens s'ils veulent le vérifier. Qu'ils aillent parler avec un jeune homme ou une jeune femme de 20-25 ans.
et qu'il lui raconte ce qu'était le monde de Yalta, qui a formaté absolument et totalement notre imaginaire politique pendant 2 décennies, que dis-je, 2 générations au moins, 70 ans que ça a duré. La plupart des décideurs actuels continuent à penser dans les catégories d'un monde qui a totalement et définitivement disparu, pour parler de politique. Mais on pourrait dire les mêmes choses de l'ordre des relations, des outils auxquels nous accédons, de nos modes de travail et de rapport aux autres. Je me faisais la réflexion que ma grand-mère allait au bal populaire en char à banc. Elle a été rapatriée en avion Caravelle. Est-ce que nous n'avons pas été contemporains de tels bons? Il vous suffira d'en observer un seul. J'ai dit que je suis né dans une période où il y avait 2 milliards d'êtres humains. Il y a aujourd'hui 3,5 milliards d'êtres humains connectés par Internet. Heureusement, ça ne veut pas dire qu'on a 3,5 milliards d'amis dans son Facebook. Mais ça veut dire que la nature des relations que nous entretenons aux autres, n'allez pas raconter d'histoire, est lourdement modifiée et surdéterminée par des comportements qui sont des comportements virtuels que nous importons dans le réel, et non pas l'inverse, si vous voulez bien y réfléchir. Si vous voulez comprendre jusqu'au bout ce qu'est une bifurcation anthropologique, je vais en donner un exemple, le plus frappant de tous. Non, avant, une autre indication qui va dans le même sens. Le niveau, j'ai parlé du nombre, j'ai parlé de la corrélation, le niveau de gens éduqués, c'est-à-dire sachant lire, écrire et compter, ce qui paraît à toute cette salle comme une évidence, qui n'en est pas une pour tout le monde, figurez-vous. Savoir lire, écrire et compter, mais surtout lire et écrire, a un résultat politique, social et intime suivant. Vous êtes libéré de la tradition orale. Vous êtes libéré de la coutume et de ses porteurs de coutume. À tout instant, celui qui sait, celle qui sait lire ou écrire, peut se référer à une autre culture, à un autre interlocuteur, qui a parfois même, peut-être à des millions de kilomètres, des milliers de kilomètres, des fois d'une autre génération. Il n'est plus là, elle n'est plus là, mais pourtant, elle vit à travers ses œuvres, et le collapse du temps peut se produire grâce à l'écrit. L'écrit nous libère de la tradition orale et donc nous libère des porteurs de la tradition orale. Car comme vous le savez, les religions vivent surtout par les curés et les frontières par les gardes-barrières. Et dans la tradition, il va de soi que ceux qui sont chargés de la répéter jouent un rôle tout à fait essentiel dans sa propagation. Je ne suis pas matérialiste pour rien, hein, comme vous pouvez le voir. Donc cette éducation aujourd'hui, c'est 60% de l'humanité. Vous remarquerez qu'il en reste encore 40%. Et n'allons pas regarder ça de trop loin ni de trop haut. Il y a dans notre société française 2,5 millions à 3 millions d'illettrés. Ce ne sont pas des analphabètes. Une partie d'entre eux sont alphabétisés. Mais ils n'ont pas la pratique fluide de la lecture. Imaginez ce qu'est la vie quand on ne sait ni lire ni écrire. Quelle relation on a aux autres, à la cité, à ses propres enfants, à son voisinage. On voit donc quel bond extraordinaire représente ce niveau d'éducation. De même, je n'entre pas dans les détails, que l'élévation du niveau moyen de l'éducation des peuples. Et en particulier dans nos sociétés. Avec comme phénomène corrélaire la féminisation de l'éducation et la présence des femmes dans les positions d'instruction les plus élevées. Renversement dont les effets ne vont pas tarder à manifester toute leur puissance et leur profondeur. Il y a plus de diplômés de l'enseignement supérieur, femmes qu'hommes. Cela peut paraître banal à ceux qui sont impliqués dans le processus, mais je me permets de vous dire que c'est tout à fait nouveau. Tout à fait nouveau. Les premières sacrifiées de la méséducation étaient les femmes. C'est un hasard que ma mère ait eu un BEPC de l'époque. Mais chaque fois que je traversais le jardin du Luxembourg pour aller au Sénat, je passais devant la marchande de marrons, qui était une femme d'une finesse psychologique et de cœur extraordinaire, et qui me racontait comment on l'avait installée là à vendre des marrons et des glaces avec son père, alors qu'elle avait 13 ans, et quel regret elle en avait, car elle avait un grand appétit d'école, et elle se sentait capable d'apprendre beaucoup. Elle avait d'ailleurs, comme une autodidacte, beaucoup appris. Ses frères avaient été à l'école, et ainsi de suite. C'est ce qui va m'amener maintenant à l'exemple que je veux citer pour bien faire comprendre la révolution que représente cette bifurcation anthropologique. Quel est le résultat de tout ça?
c'est la question de la contraception, qui est aujourd'hui à la portée de plus de 50% des femmes dans le monde. Quelles conséquences ça a? Qui change tout. C'est que ce qui était hier une aptitude biologique était par évidence, par obligation, du fait de la réalité, devenait un destin social, auquel les femmes ne pouvaient se soustraire, sauf à un héroïsme qui les rendait plus héroïques que les autres héros. Le fait que cette aptitude biologique ne soit plus obligatoirement un destin social change complètement la face de l'humanité. Et il suffit de voir comment l'âge de la naissance du premier enfant pour une femme est reporté de plus en plus pour comprendre quelle importance ça a sur les parcours de vie et la construction de soi que chaque être peut organiser dans ces conditions, c'est-à-dire les conditions d'une liberté plus grande à l'égard de ses déterminations. Cet exemple permet d'en capter un autre sur lequel je ne vais pas m'attarder par méfiance que j'ai à l'égard du sensationnalisme, pour faire réfléchir. C'est ce qu'on a appelé le passage à l'homme bionique, c'est-à-dire ce mélange de la machine et du vivant qui permet le remplacement des organes défaillants de l'être humain, sa connexion avec des machines qui évidemment fait peur comme toute nouveauté, mais qui ne doit faire peur à personne si nous sommes capables de le maîtriser, à moins que nous soyons nous-mêmes maîtrisés un jour par ce process. De toute façon, nous le serons. Nous sommes maîtrisés par les techniques que nous utilisons autant que nous les maîtrisons nous-mêmes. Au demeurant, le modèle économique dominant, pour accomplir ses fins, a besoin d'une uniformisation culturelle de l'humanité. Une seule langue, les mêmes goûts partout, les mêmes demandes. Ainsi, le vin, même le vin, qualifié de produit alcoolisé par la Commission européenne, qui intègre donc le vin, qui est une matière noble, et divers autres produits qui servent à dégraisser les machines, qui n'ont rien à voir avec nous. Là aussi, il y a une uniformisation du goût. Je ne prends que cet exemple pour signaler l'effet de normalisation du goût. Nos goûts sont le résultat d'une culture. Et bien maintenant, par exemple, la Commission européenne autorise ce qui hier aurait valu à ceux qui l'auraient fait d'avoir les mains coupées et les yeux crevés, mettre du sucre dans le vin, c'était interdit avant, mettre des copeaux de doigts dedans pour que c'est un goût de barrique, c'est légal maintenant, c'était interdit avant. Mais une autre observation a été faite par des camarades qui se sont amusés à voir par où arrivaient les injonctions et les prescriptions. Je ne vais pas aller plus loin parce que je me suis promis de ne pas développer ce thème, mais il me tient tellement à cœur. Les sociologues du quotidien décrivent bien comment on passe des rouages économiques, macroéconomiques, aux rouages les plus intimes. Je renvoie à ceux d'entre vous que ça peut intéresser à la lecture de Jean-Paul Kaufmann, et vous découvrirez à travers des exemples tout à fait anodins, tels que l'usage du linge dans le couple, ou la pratique des seins nus sur la plage, comment des injonctions qui ne sont écrites nulle part, que personne ne formule, sont bien connues de tous et de toutes, et appliquées avec une ardeur absolument totale. Eh bien, c'est la manière avec laquelle est prescrit aux femmes, et ensuite aux hommes, mais d'abord aux femmes, des injonctions concernant leur corps, leur apparence et leur devoir d'apparence. Si on pose la question de savoir qu'est-ce que la beauté, la plupart d'entre nous répondront raisonnablement que ça dépend des cultures. C'est vrai, mais c'est pas ce qu'on voit dans les magazines féminins. Dans les magazines féminins de la terre entière, les injonctions physiques sont exactement les mêmes. Et il n'y a pas d'autre raison à ça que les produits qui sont proposés pour parvenir à ce type de perfection. Ainsi, il y a un lien entre la fabrication du besoin, la formation du goût, le productivisme et le nouvel âge du capitalisme dans notre temps. Le capitalisme transnationalisé, financiarisé, n'est pas seulement un ordre économique, c'est un ordre intime dans les prescriptions, les injonctions qu'il fait, et même jusqu'à la construction de notre manière de penser et de nous regarder. Les rythmes qui sont ceux du capitalisme de notre époque sont toujours les rythmes des dominants. Le temps dominant est celui du capital, puis celui de la production, et en résiduel, celui de la vie intime. Raison pour laquelle les séquences temporelles de notre époque donnent tout le pouvoir au temps zéro, c'est celui de la finance.
Et en chaîne, toutes les représentations culturelles tendent à se rapprocher du temps zéro. Regardez n'importe quel film, comparez-le à un film du muet, ça c'est facile, et vous voyez que les plans durent beaucoup plus longtemps dans le muet. Vous me direz, le temps qu'on comprenne. Mais ensuite, quand le cinéma commence à être parlant, il a hérité un peu des lenteurs du muet, mais on voit qu'il s'accélère. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas un plan qui dure plus de quelques secondes dans un film. Et que si par hasard ça dure un peu plus, c'est considéré comme une manière d'écrire un récit très particulière et très singulière. Je ne vais pas prendre d'exemple parce que ça serait mes goûts à moi, mais peu importe. En tout cas, dans l'ordre général de la communication, est premier, non pas le raisonnement, parce que ça prend du temps, mais plutôt l'émotion, parce que ça prend moins de temps. N'est jamais première l'émotion, parce qu'elle suppose une éducation, une formation et un contenu, et sera primaire la pulsion. Voilà pourquoi tout récit tourne au sang, au sexe, déshumanisé, parce que c'est ce qu'il y a de plus pulsionnel dans la réactivité humaine. Et voilà pourquoi, jusqu'à l'information politique, va aller dans le pulsionnel et dans le réactionnel. Chose qu'il faut savoir pour être capable de le manipuler. Si vous faites l'erreur de croire que c'est un système honnête ou un miroir, vous avez perdu d'avance. C'est juste une arène. Il faut y venir mieux armé que les autres, point. Et avoir un objectif. Je donne cet élément, pourquoi? Parce qu'il a à voir avec notre capacité à être citoyen, c'est-à-dire à être informé pour compléter notre éducation de base. Telles sont les deux colonnes du temple républicain. Je n'y entre pas davantage, parce qu'il me faut passer au point suivant. Dans ce monde, en bifurcation écologique, en bifurcation géopolitique, en bifurcation anthropologique, quelles sont les réponses aux défis? Je ne dis pas la réponse idéologique, quel est le meilleur des mondes auquel nous rêvons. Comment répondons-nous concrètement à la menace concrète qui se présente devant nous? La menace qui résulte de la bifurcation du climat, celle qui résulte de la bifurcation géopolitique et financière, et celle qui résulte du fait que nous avons changé, nous sommes d'autres êtres humains. Nous avons à notre disposition pour l'instant 3 doctrines. La première, c'est concrètement effondrée. C'était celle du communisme d'État. Je vais y venir à la fin parce que c'est celle qui m'intéresse le plus. Mais nous en avons 2 autres. La première, c'est la réponse libérale. Elle considère que la manière la plus efficace d'organiser l'activité humaine, c'est de s'en remettre au mécanisme spontané, considéré comme un ordre de la nature, de la concurrence libre et non faussée. Chacun agissant pour son propre compte, du mieux pour ses propres intérêts, il en résulterait au final une organisation générale où chacun trouvera son compte. Dans l'ordre intime, chacun fera bien comme il le sent à ce sujet, mais dans l'ordre économique, ça donne ce que vous connaissez, c'est-à-dire une incitation permanente au productivisme, produire toujours plus, n'importe quoi, dans n'importe quelle condition, du moment que ça coûte pas cher et qu'on peut le vendre à un maximum de gens, et si possible à la place de ceux qui le faisaient déjà. Parfois, il s'agit de vendre au-delà du raisonnable, parce que, en quelque sorte, les besoins humains ne sont pas si étendus qu'il y paraît d'abord en termes de consommations immédiates. En termes de consommation culturelle, il en va tout autrement. Mais ce n'est pas ce qui intéresse le capitalisme. Ce sont les productions matérielles et les échanges. Dans ce domaine, on peut dire que la limite peut être considérée comme infinie. Il faut donc, pour y parvenir, créer sans cesse des besoins, y compris quand ils n'existent pas. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le capitalisme n'était pas seulement un ordre économique. C'est un ordre culturel dont le fondement est la frustration. L'ordre culturel du capitalisme, c'est la frustration, l'insatisfaction de soi, l'insatisfaction de ce que l'on a pour vouloir autre chose, mieux, plus, davantage, etc., etc., jusqu'à l'absurde de l'accumulation des objets sans aucune espèce d'utilité. Pas seulement sans utilité. Des besoins tellement formatés que certains produits qui ont leur efficacité de valeur d'usage n'en ont aucune du point de vue de la valeur d'échange, compte tenu de la façon avec laquelle les goûts ont été formatés. Vous le savez, 40% de la production agricole est jetée à la poubelle. 40% de la production agricole. Ça aussi, c'est un fait anthropologique nouveau. Autrefois, l'humanité grignotait jusqu'au dernier grain de blé. Aujourd'hui, on fout à la poubelle 40% de ce qu'on a produit. Pour des raisons de circuit économique, bien sûr,
de dates au-delà desquelles certains produits ne sont pas consommables parce qu'on préfère les laisser pourrir que de les donner. Bien sûr, mais ce n'est pas le fondamental. Le fondamental, c'est que ces objets ne correspondent pas à votre attente. Vous n'achèterez pas une pomme grumeleuse. Vous n'achèterez pas une carotte biscornue. Vous n'achèterez pas un melon qui n'a pas la forme parfaite, etc., etc., etc. On détruit beaucoup pour que cela corresponde au goût que l'on a formaté. Alors, la doctrine néolibérale, qui est celle de se laisser faire, le présupposé qui va derrière, c'est le libre-échange. Plus ça circule librement, mieux on va se porter. Ce qui ne correspond à aucune observation réelle. Je vais donner un exemple de falsification. On me dit, mais oui, mais vous voyez bien que tel ou tel pays, depuis qu'il a adopté nos normes, dorénavant figure dans le tableau à une production intérieure brute qui a progressé. On vous le dit de nombreux pays. Mais quand vous y regardez de plus près, vous vous apercevez qu'une partie de l'économie qui n'était pas une économie monétaire est passée dans le domaine monétaire. Mais à quel prix? Pour être concret, ceux qui hier produisaient des petits produits agricoles qu'ils échangeaient, parfois en monnaie locale, en tout cas même en monnaie nationale, qui n'apparaissaient jamais dans la statistique mondiale. Ces productions sont abandonnées et on y fait des productions de masse, productivistes, du riz ou autre chose, ou du blé ou du maïs, dans des quantités immenses, qui elles apparaissent sur le marché mondial, apparaissent dans le calcul de la richesse du pays tel qu'il est imaginé aujourd'hui par la valeur PIB, ils apparaissent. Mais la disparition des autres productions, elle n'est jamais soustraite. Pourtant, la soustraction n'est pas seulement économique, elle est sociale et culturelle. Là où on est passé d'un ordre de production à un autre, tout a été détruit. La vie du village, les multiples petits producteurs, les échanges qui existaient entre eux, les coutumes, les relations, la culture qui se transmettait à propos de ces productions, qu'elles soient agricoles, culturelles, les choses allaient souvent ensemble, vous le savez aussi bien que moi. Car la plupart des faits culturels sont corrélés à l'activité productive agricole des peuples. C'est comme ça dans toutes les civilisations du monde. On pourrait faire la même observation à propos de notre ère moderne et rapprocher les formes musicales des moyens de transport. Je livre ça à la réflexion de ceux que ça peut intéresser. Hein, entre la bourrée, la gaviote et la valse, il y a la différence du transport équestre. Et si vous mettez la musique techno, ça reprend les bruits que vous entendez dans la vie de tous les jours, tandis que le rock'n'roll, à l'évidence, est une musique correspondant au début de l'âge industriel, avec les trains qui passent sur les coupures de rails. Ben oui. La culture est directement liée à l'ambiance dans laquelle nous, êtres humains, nous construisons notre rapport culturel aux choses, aux bruits, aux airs, etc., etc. La doctrine libérale met au poste de commande intime la compétition. Chacun pour soi. Parce que c'est comme ça que se construit le meilleur ordre du monde. C'est une impasse personnelle, chacun pour soi, est une illusion. Chacun pour soi ne s'en sortira jamais. C'est aller à rebours de toute l'histoire de l'humanité depuis qu'elle existe. C'est parce que c'était pas que chacun pour soi que nous sommes là. Nous sommes les descendants de ceux qui n'ont pas fait chacun pour soi. Ceux qui ont fait chacun pour soi, ils sont morts. Ils ont disparu avant les autres parce que d'abord, personne ne les supportait, et donc on les foutait dehors, on les bannissait. Et deuxièmement, quand on les avait avec soi, ils étaient tellement irresponsables qu'ils étaient les premiers à disparaître avant même de s'être reproduits. La solidarité est la base de l'existence de l'humanité. Bien sûr, le principe de compétition est à l'œuvre, on le sait bien. Compétition amoureuse, compétition pour toutes sortes de choses. Mais cette compétition s'arrête devant l'exigence de la nécessité de la solidarité. Et c'est ce qui a fait l'humanité. Les libéraux prétendent que c'est l'inverse. Il faut que la compétition soit reine et qu'elle ne s'arrête en aucun cas à la solidarité. La solidarité tant qu'on veut, aussi longtemps que ça ne bride pas la compétition. Mais surtout dans l'ordre économique, ça ne peut conduire qu'à une chose, le productivisme. Et le productivisme, au minimum, en dehors de toute autre considération sur l'accumulation, sa légitimité ou pas, la propriété privée ou pas, avant même toute autre chose, le productivisme est l'enfant du libéralisme et le productivisme conduit à la fin de l'écosystème dans lequel nous vivons.